Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Sous la forme d'une table ronde, nous vous donnons l'opportunité d'assister à un débat entre ceux qui participent activement au développement des transactions publicitaires automatisées sur le digital, agences, annonceurs, médias, régies, juristes, consultants, sans oublier bien sûr les technologies publicitaires. Un programme soutenu par Gamned et Smile Wanted, avec pour partenaires médias AdTechNews et Redcard. Cette semaine, notre thème est le suivant. L'émergence du header bidding, un bienfait pour les éditeurs et pour les acheteurs. Le header bidding s'est imposé comme un levier incontournable pour revaloriser les inventaires mis sur le marché programmatique. Est-ce une revanche des éditeurs au détriment des acheteurs? Pour en discuter, Vincent Mady de TradeLab, Damien Morat de Gamned, Vincent Salini de M-Publicité, Charles Emerio d'Index Exchange. Bonjour messieurs, merci d'être là pour ce numéro de Programmatic Society dédié au header bidding et notamment aux avantages pour les éditeurs, mais surtout se poser la question de ce qu'il en est pour les acheteurs. Ma première question est la suivante. Certaines études montrent que le header bidding a généré en moyenne une augmentation de 20 à 30% des revenus chez certains éditeurs. Cela veut donc dire des campagnes plus chères. Et donc il y a une question pour les acheteurs notamment. Qu'est-ce qu'il en est en termes de ROI, en termes d'efficacité marketing de votre point de vue? Je pense que quand on parle de 20 à 30% d'augmentation de revenus, il faut bien distinguer deux choses. Il y a ce qui est dû à la mise en place du header bidding, qui est la solution technique pour le coup, et au système d'enchères, first price et second price. Je pense que tu peux juste rappeler le first price, second price bien sûr. rapidement. En fait, c'est la manière dont on détermine le prix qui va être payé par l'acheteur, à savoir s'il y a deux enchères, une à 2 €, une à 1 €. C'est l'enchère à 2 € qui va remporter l'impression publicitaire. Dans un système au first price, il va payer 2 €. Dans un système au second price, il va payer 1 centime de plus que la deuxième enchère, donc 1,01 €. Donc c'est un moyen de déterminer le prix d'achat du média. Et je pense qu'effectivement, avec l'avènement du header bidding, la mise en place de plus en plus importante du header bidding chez les éditeurs, il y a eu, de manière concomitante à ça, aussi un changement des modes de la manière de déterminer le prix. Et on est passé assez majoritairement sur un mode au first price. Et l'augmentation du revenu, elle est essentiellement due à ça plutôt qu'au header bidding, sachant que le header bidding, ça a quand même mis en compétition, donc ça a aussi rajouté de la compétition et donc augmenté le prix du média. Mais c'est essentiellement dû, selon moi en tout cas, au first price versus le second price. Et pour toi, Vincent? Ouais, et pour compléter ce que tu disais, c'est intéressant de rappeler qu'au début, en fait, le programmatique, c'était du yield management, donc c'était comment monétiser en fait des invendus, et que le système d'enchères au second prix, c'est un très bon système pour valoriser quelque chose qui n'a pas de prix. On voit en fait qu'avec l'évolution justement du marché, et notamment le header bidding, où il y a vraiment ce mix entre tous les inventaires premium, les inventaires garantis et les inventaires en open auction, c'est normal de passer dans un système d'enchères au premier prix, puisqu'en fait on met en concurrence des inventaires qui n'ont pas de valeur, entre guillemets, avec des inventaires qui ont une valeur qui est très très bien connue, celles qui sont normalement vendues par les régies. Cette logique, c'est vraiment d'aller vers le data first, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grosso modo, l'idée de mélanger tous ces inventaires, c'est aussi de pouvoir valoriser en fait de la donnée avec l'achat média systématiquement. C'est aussi ça que permet le header bidding. Et juste pour rappeler aussi quand même qu'avant, en fait, tous les inventaires premium utilisaient des systèmes de soft floor qui transformaient grosso modo des systèmes d'enchères au second prix en système d'enchères au premier prix. Donc en fait, il n'y a pas forcément énormément de modifications, sauf sur certains types de stratégies d'achat, typiquement le retargeting, où historiquement, en fait, on avait tendance à surbider en sachant que de toute façon, on paierait en fait le second prix. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce type de stratégie d'achat n'est plus possible. Il faut vraiment être à même d'évaluer en fait quelle est la valeur en fait du bid auquel on veut payer n'importe quel inventaire. Vincent, tu voulais réagir? Oui, alors je voulais justement aborder dans ce sens-là. Vincent, tu es éditeur. Je représente en effet le groupe Le Monde. Mais, donc en effet, il y a plusieurs facteurs. La compétition, certes, les principes d'enchères premier, second prix, et le fait, en effet, je peux abonder dans ce sens, que philosophiquement, je dirais, le mode transactionnel programmatique a évolué. C'est-à-dire qu'en effet, il a été souvent une variable d'ajustement pour les éditeurs pour vendre les invendus invendables,
ma célèbre expression, et en gros les fonds de cuve, donc des inventaires qui ont une valeur intrinsèque extrêmement faible, pour finalement, aujourd'hui quand on est éditeur, quel que soit le mode transactionnel, on n'a pas plus intérêt à vendre selon un mode transactionnel que l'autre, on cherche juste à mieux valoriser un inventaire. Et puis parallèlement à ça, je prends notre exemple au Groupe Le Monde, on a également beaucoup travaillé sur la valeur intrinsèque de nos inventaires. Et aujourd'hui, la qualité intrinsèque, c'est-à-dire la visibilité des formats, etc., a fortement évolué. Donc nous, on a supprimé beaucoup d'inventaires publicitaires. Donc mécaniquement, on a un effet valeur qui est lié à ces différents modes transactionnels, mais aussi au fait qu'on ne fait plus de distinguo entre un mode transactionnel au gré à gré où on va avoir que des inventaires qui dits de qualité, et puis l'autre qui sera dédié à l'open auction. Donc c'est aussi un facteur. Un point important dans ma question, c'était le retour sur investissement et l'efficacité marketing. Et je n'ai pas eu encore de réponse là-dessus. En fait, le retour sur investissement est bon dès lors qu'on achète au juste prix un inventaire de qualité. En fait, la difficulté, c'est vraiment d'être capable de ne pas... En fait, on est toujours confronté à un double problème. Si on sous-paye, on risque de ne pas avoir suffisamment d'achats et de ne pas réussir à dépenser le budget qu'on avait prévu de dépenser initialement. Et si on surpaye, forcément, on dégrade la performance par rapport au prix qu'on aurait dû payer. Donc toute la difficulté, c'est vraiment d'arriver à mettre en place des systèmes qui permettent d'identifier déjà, de qualifier les inventaires, de savoir quel est un inventaire de qualité pour un client donné compte tenu de son objectif de performance. Et une fois qu'on l'a défini, de savoir en fait à quel prix, quel est le juste prix de cet inventaire. C'est-à-dire grosso modo, quel est le prix qui va nous permettre en fait d'acheter suffisamment d'inventaire pour dépenser le volume qu'on avait prévu de dépenser sur cet inventaire-là. Donc voilà, la difficulté est qu'en fait, malheureusement, ce prix en fait, varie dans le temps. Il n'est pas fixe. Donc, en fait, toute la difficulté d'arriver à mettre en place des systèmes qui permettent de définir, en fait, le plus fréquemment possible quel est ce juste prix. Point de vue de chez Gamned ? Sachant que l'efficacité, le ROI du coup, de l'impression publicitaire dans ce cas-là, elle est déterminée par deux choses. C'est le prix à laquelle on va la payer et l'efficacité de l'impression en elle-même. Et l'efficacité, il n'y a pas de raison qu'elle change si on implémente un header bidding ou pas. L'impression publicitaire vaut toujours ce qu'elle valait en termes d'efficacité publicitaire. Par contre, la seule chose qui va jouer sur le ROI, ça va être le prix d'achat. Et effectivement, c'est là où je rejoins Vincent, c'est qu'on voit un vrai clivage aujourd'hui entre ce que je vais appeler des acheteurs programmatiques et des traders. Et c'est là où il y a un vrai clivage qui se crée aujourd'hui. Nous, je sais qu'en termes de formation, on a très accentué la formation plus technique et sur l'écosystème, sur les mécaniques d'achat, parce que c'est vraiment prépondérant dans la manière dont on achète. À la fois pour développer des outils, mais aussi pour développer les compétences des traders. Et ça, pour nous, c'est prépondérant aujourd'hui. C'est quoi la différence entre un trader et un acheteur programmatique ? La différence qu'on fait, alors je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de consensus autour de. Une subtilité que côté éditeur, forcément, on a. Donc c'est intéressant. Je pense qu'il n'y a pas de consensus au niveau des définitions. C'est une distinction qu'on aime bien faire chez Gamned pour la simple et bonne raison, c'est que pour nous, un acheteur programmatique, c'est quelqu'un qui va acheter un plan média qu'il pouvait acheter auparavant avec 3 lignes d'achat, 50 000 euros sur ce format tel éditeur, 30 000 euros ce format tel éditeur, etc. Et paramétrer ça, utiliser grosso modo la technologie du programmatique pour livrer son plan média. D'accord. Là où un trader va être obligé, entre guillemets, de sans cesse optimiser l'achat pour optimiser à la fois le coût et la performance. Et pour nous, c'est une vraie distinction qu'on fait. Et le métier, on aime bien se positionner comme ça. Le métier qu'on fait aujourd'hui, nous, c'est du trading. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je passerai à la deuxième question après. Je compléterai ta réponse en disant qu'en fait, l'acheteur programmatique va juste utiliser une plateforme existante et le trader, en fait, a besoin d'outils qui va augmenter la performance et la valeur ajoutée de cette plateforme. Et la visibilité qu'on a en fait de la manière dont on achète le média programmatiquement. Charles. Mon point de vue, c'est aussi que c'est avant tout en fait de l'accessibilité, quoi. Avant, on était en bas de la stack et maintenant on a accès à tout. Donc c'est pas forcément gênant de payer plus cher pour une impression qui est au final de meilleure qualité. Et une augmentation de RCPM pour un éditeur, c'est pas forcément que du RCPM. Il y a également des taux de remplissage qui sont plus importants. Donc c'est au final un produit qui est simplement plus performant pour les acheteurs et pour les éditeurs
au global. Alors justement, avec l'avènement du header bidding et le succès, ce que ça a généré, on pourrait dire que les acheteurs ont semblé avoir une sorte de riposte avec un nouveau concept face au header bidding qui s'appelle le Supply Path Optimization, SPO, qui n'est pas une technologie en tant que telle, mais plutôt une sorte de concept, à vous de me dire si j'ai tort, mais c'est un concept dont on parle beaucoup au niveau des agences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept et surtout les résultats attendus et constatés? Je laisserai la parole aux agences, mais les éditeurs... oui, justement. À une question qui ne m'est pas destinée. Non, mais justement, c'est le but. Oui, parce qu'on est sur le terme riposte, c'est-à-dire que ce qui m'embête dans cette question, c'est qu'on affiche une dualité entre l'acheteur et le vendeur. Or, et je rebondis sur le terme de Vincent, je pense que c'est le juste prix. Et on m'a toujours appris qu'une bonne négo, il n'y a pas un gagnant et un perdant. Et je pense qu'on a tout intérêt, acheteurs et vendeurs, d'avancer dans le même sens. Et que malheureusement, sur le digital, pour X ou Y raison, on a souvent eu des éditeurs qui ont souhaité valoriser des inventaires et créer artificiellement des inventaires publicitaires en disant de toute façon ça sera vendu en fond de cuve et notamment dès lors qu'il y a eu l'avènement du programmatique en open exchange, etc. Donc du coup créer une défiance. Donc finalement les acheteurs achetaient un inventaire qui était de toute façon trop cher parce qu'acheter un inventaire qui n'est pas visible, et donc on se retrouve dans en effet on a créé une forme de dualité et on se retrouve en effet à employer des termes qui sont riposte ou autres. Je pense que, et je vais répondre bien évidemment aux personnes qui sont beaucoup plus alertes sur le sujet que moi, je pense qu'on a tout intérêt à avancer vraiment dans le même sens. En effet, le header bidding a été entre guillemets une solution qui a répondu à tout un tas de problématiques auxquelles on était confronté en qualité d'éditeur, avec cette cascade, ces temps de latence qui font que, au-delà de, je dirais, des revenus publicitaires, juste il y a une expérience utilisateur qui était absolument inacceptable pour les utilisateurs. Donc, on montait des adblocks, etc. Enfin, un cercle vicieux. L'idée, c'est de tendre vers un cercle vertueux et faire en sorte qu'on retrouve ce même contrat qu'on peut avoir, ce contrat de lecture qu'on s'efforce, je représente le monde aujourd'hui, de renforcer avec nos audiences, qu'on retrouve cette même relation avec tous les maillons de la chaîne, et bien vraiment les acheteurs, les annonceurs, etc. Et éviter avec cette défiance où chaque jour on apprend que tel inventaire n'est pas visible, qu'il n'y a pas de brand safety, enfin voilà. Donc je voulais juste un petit... est un moyen de mieux travailler ensemble du point de vue des acheteurs. Voilà, c'était une petite parenthèse. Mais très importante. Ouais, tout à fait. Et alors l'autre avantage, c'est qu'en fait, comme aujourd'hui, on peut acheter un même inventaire en provenance de différentes sources, on peut choisir la source qui va nous donner le plus de visibilité, effectivement, sur la qualité de cet inventaire, et notamment sur la granularité de l'inventaire. C'est-à-dire que plus on va savoir précisément que tel inventaire correspond à tel emplacement sur tel site, plus on va pouvoir mettre en place des modèles pertinents pour prédire la performance du modèle. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on peut vraiment choisir en fait la source en fonction de la quantité d'informations dont on va disposer sur cet inventaire spécifiquement. Alors la parole à Gabned et juste après à Index Exchange. Donc juste pour répondre du coup, qu'est-ce que c'est le SPO? Effectivement, on essaie de le vulgariser, mais ça peut être vite compliqué. Je pense qu'au-delà d'une riposte aux éditeurs, c'est plutôt une riposte aux effets de bord de la mise en place du header bidding. La raison est simple, le header bidding a rendu disponible des inventaires publicitaires chez certains éditeurs via plusieurs chemins, donc plusieurs revendeurs. Aujourd'hui, l'effet de bord que ça a eu, c'est que ça a démultiplié les opportunités d'acheter des impressions sur un même inventaire pour l'acheteur. Ça a un effet de bord pour les plateformes d'achat, c'est que ça démultiplie les appels, et donc en termes de coûts, ressources, machines, ça a des impacts énormes, parce qu'on est parfois sur des x10 par rapport à avant l'implémentation du header bidding. Le SPO, grosso modo, l'objectif principal du SPO, donc c'est un ensemble de technologies qui ont été implémentées par les plateformes d'achat pour filtrer, dédupliquer et limiter justement les occasions, les opportunités d'impression. Donc voilà, le SPO, ça sert à ça. Alors effectivement, il y a des effets de bord aussi pour l'éditeur, à savoir que peut-être certains chemins qui étaient plus rentables pour l'éditeur, et voire même pour l'acheteur, il faut en être conscient, sont aujourd'hui rayés de la carte.
temporairement, parce que la plupart des SPO ont des systèmes de feedback loop, justement, qui permettent de changer les règles au fur et à mesure. Mais effectivement, ouais, c'est un peu le travers de la mise en place du header bidding, et comment dire, ça raye un peu toute une partie des opportunités qu'on pourrait avoir sur les impressions publicitaires. Alors, chez Index, alors on voit ce SPO. Ce qui me gêne dans le mot SPO, c'est plutôt la partie O, Optimization, parce que je ne pense pas que ça bénéficie ni l'acheteur ni le vendeur. On peut prendre l'exemple des supermarchés quand on veut acheter des aliments ou peu importe les produits. On a accès à Auchan, Monoprix, Carrefour, etc. Et aujourd'hui, on va nous dire non, vous pouvez acheter que chez Auchan. Alors, on peut trouver les mêmes produits dans différents supermarchés, mais pas forcément au même prix, parce que les supermarchés vont forcément avoir des taux de commissions qui vont être différents. Et il y a certains produits aussi qu'on ne va pas trouver. Ce n'est pas parce qu'on a accès à Le Monde sur une plateforme qu'on va avoir accès à tous les placements de Le Monde sur cette plateforme. Et il y a un deuxième point aussi qui est important, c'est en header bidding, la latence, elle est clé. Et même les plateformes les plus rapides, celles qui ne font même pas appel à des DSP, les Criteo ou les Amazon, ils vont quand même perdre 10 à 15% de leur bid dû au time-out des éditeurs. Et après, les autres SSP, ça peut être plus élevé, ça peut être 20, 30, 40%. Donc ça veut dire que si on utilise une seule plateforme en tant que plateforme d'achat, une seule plateforme pour acheter, eh bien on a déjà en fait peut-être 40-30% de nos bits qui ont disparu. Donc c'est pour ça qu'on doit vraiment essayer d'optimiser en achetant sur de multiples plateformes et avoir accès à l'ensemble de l'inventaire, plutôt que de faire une coupe arbitraire en disant non, je vais acheter que sur cette plateforme. Parce que les bénéficiaires, au final, c'est les techs, c'est pas les éditeurs ni les acheteurs, c'est pour réduire les coûts, parce que justement, c'est démultiplié en termes de requêtes. Et au final, on va permettre de dire, avec telle plateforme A, je vais pouvoir acheter sur tel SSP B. Mais au final, ça va surtout me permettre de manger des commissions des deux côtés de la poire, côté SSP et côté DSP. Donc l'idée, c'est ouvrir le choix en fait, de l'inventaire qui soit accessible partout. Le header bidding, c'est l'accessibilité au haut de l'inventaire et à l'ensemble de l'inventaire sur diverses plateformes. Alors on arrive presque à la fin de notre débat, comme quoi on avait beaucoup de choses à se dire et clarifier, mais ce sera l'occasion certainement d'autres tables rondes. Dernière question, on dit que le header bidding a permis une meilleure transparence des transactions publicitaires. J'aimerais bien avoir l'avis en tant qu'acheteur et ensuite, du côté aussi des éditeurs, savoir comment, entre guillemets, et même techno, on va dire, vous rassurer les acheteurs sur cet effet plutôt bénéfique du header bidding du point de vue de la transparence. Qui veut répondre ? En termes de transparence, côté acheteur, ça n'a pas été une révolution, pour nous. Plus en termes d'accessibilité, et c'est là où je rejoins ce que tu disais, c'est effectivement plus un impact sur l'accessibilité que sur la transparence, en tout cas pour moi. Après, dans cette accessibilité, il y a les notions de transparence, parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, savoir qu'on peut avoir tel placement de chez Le Monde via tel SSP, mais qu'on n'a pas cette granularité dans tel SSP, etc. Donc là, effectivement, on peut parler de transparence, et dans ce cas-là, nous, ça nous aide énormément en tant qu'acheteurs pour les optimisations et la livraison des campagnes. Ça, c'est une évidence. Mais je pense que le sujet est beaucoup plus d'accessibilité que de transparence. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et pour rejoindre ce que tu disais aujourd'hui au niveau des plateformes, c'est vrai que ça serait bien d'avoir plus de visibilité sur leur agnosticité. Voilà, être certain vraiment qu'on a vraiment accès à tous les inventaires et notamment aux inventaires qui donnent le plus de transparence et pas forcément aux inventaires qui sont privilégiés par la plateforme parce que plus rémunérateurs. Donc ça serait aussi un point, à mon avis, assez important. Alors Vincent, comment cette notion de transparence, tu peux l'expliquer au niveau de tes interlocuteurs quand tu évoques le header bidding, si tu l'évoques ? Alors on évoque surtout toutes les évolutions techno qu'on a pu effectuer et qui sont une matière bien évidemment vivante auprès de nos acheteurs, visant à, d'une part, à premiumiser cet inventaire. Et donc je pense notamment, on a fait beaucoup de choses sur la visibilité de nos formats avec tout un tas de démarches, le easy loading, etc. Fait qu'aujourd'hui, je dois donner un chiffre sur l'open auction, qui était historiquement en effet un inventaire dont on se disait que c'était un inventaire de mauvaise qualité. Aujourd'hui,
ressortez les dernières stats sur le mois d'août, on a 65% de nos inventaires qui ont été achetés en Open Auction. On a un taux de 65% de taux de visibilité sur l'Open Auction. Donc, c'est plutôt qu'est-ce qu'on met en œuvre, quelle techno on utilise. Et en effet, nous, on est extrêmement agnostique. En gros, on doit fonctionner en miroir. C'est-à-dire que de quoi les acheteurs ont besoin pour correctement acheter, avoir des niveaux de performance souhaités par leurs clients. Et nous, après, ensuite, on met en œuvre le stack technologique qui nous permet de répondre à cela. Donc, au quotidien, on n'est pas forcément confronté au fait d'expliquer exactement le header bidding aux acheteurs. En revanche, ce qu'on leur explique, c'est que nous, en effet, on est agnostique, qu'on a tel stack technique qui peuvent nous acheter par telle ou telle plateforme. Alors, sur le header bidding, nous, on est à la fois un bon et un mauvais exemple. C'est-à-dire qu'on a on a Libidihead, Google, puisque c'est l'un de nos partenaires, et puis on a le header bidding. Nous, on a été assez précautionneux sur le fait de rajouter d'autres sources de demande, parce qu'on est également, en qualité d'éditeur, extrêmement vigilant, notamment sur la web performance et les éventuels effets de bord qu'on pourrait avoir autour de la web performance, des temps de latence, etc. Ouais. Donc nous, on est en train d'intégrer d'autres sources et en effet, notre logique, on est extrêmement pragmatique, c'est-à-dire quels sont les besoins de nos acheteurs, comment on y répond favorablement. Et donc c'est plutôt cette réassurance auprès des acheteurs plutôt qu'un travail de pédagogie au day-to-day sur header bidding, parce que bien évidemment, ils sont peut-être beaucoup plus alertes que nous sur leurs besoins. Je pense qu'il y a quand même des impacts sur les acheteurs en termes de transparence grâce au header bidding. On ne s'en rend pas forcément compte, on le voit côté éditeur, mais pas forcément du côté acheteur. En header bidding, tout le monde va répondre net. Et donc, grâce à ça, l'arrivée du first price, etc., ça accentue en fait la visibilité sur les taux de commission de chacun des SSP. Et donc, ça a permis en fait de supprimer des filles cachées qui étaient présentes sur le marché et qu'on ne voyait pas forcément. Donc l'acheteur, lui, de son côté, il enchérissait, il y avait des taux de commission qui étaient pris, et quand ça arrivait en fait dans l'adserver de l'éditeur, du fait que les taux de commission étaient élevés, ils avaient en fait une priorité moindre. Donc la suppression en fait de ces taux de commission cachés, ce qu'on appelait les buy-side fees, etc., en fait a permis aux acheteurs d'obtenir des impressions plus premium et une priorité plus importante dans l'adserver de l'éditeur. Donc l'éditeur le voit clairement parce que lui, il a accès à son adserver, mais l'acheteur de son côté aussi, ça lui permet d'avoir des meilleures impressions. Et bien sur ce, messieurs, s'achève notre discussion. En tout cas, j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler à nouveau. En tout cas, la presse s'en chargera et nous, on essaiera de clarifier parfois des discours qui sont un petit peu difficiles à comprendre pour certains interlocuteurs et je pense notamment aux annonceurs. Mais en tout cas, merci encore d'être venus ici même et je vous dis à très bientôt. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour du header bidding et l'achat média dans l'écosystème publicitaire programmatique. Les 3 points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Il n'y a pas de riposte de la part des acheteurs face au header bidding. Juste une adaptation à de nouvelles manières d'accéder à l'inventaire via le Supply Path Optimization, SPO, par exemple. Le gain de revenus côté éditeur ne s'est pas accompagné d'une baisse d'efficacité en termes de retour sur investissement de la part des acheteurs. Et enfin, les technologies qui fournissent les solutions de header bidding souhaitent renforcer leur dialogue avec les annonceurs et les agences afin d'affiner la transparence des transactions publicitaires. Ce programme a pour vocation de répondre à toutes les questions que vous vous posez au sujet du marché publicitaire programmatique. Alors n'hésitez pas à faire part de vos propositions de thèmes ou à ouvrir des discussions sur les réseaux. Merci à nos sponsors et partenaires pour leur soutien, Gamned et Smile Wanted, sans oublier nos partenaires médias, les magazines AdTech News et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.